Bonsoir à tous, une épreuve de vérité d'entre-deux tours de la campagne présidentielle, bien évidemment, avec deux invités qui vont se succéder sur ce plateau ce soir. D'abord, Jean-Paul Delevoye, qui est le président de la commission d'investiture d'En Marche. C'est lui qui est en train de dresser la liste des 577 candidats qui se présenteront aux législatives. Ensuite, pour Marine Le Pen, c'est Louis Alliot, le vice-président du FN, qui sera ici sur ce plateau. C'est également le compagnon à la ville de la candidate. Une demi-heure chacun, donc, et avec moi, pour les interroger ce soir, Jean-Francis Pécresse. Bonsoir. Bonsoir Jean-Francis, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Et puis Guillaume Daudin de l'agence France-Presse. Guillaume, bonsoir. Messieurs, vous êtes prêts? Premier invité, c'est Jean-Paul Delevoye qui entre sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Delevoye. Bonsoir à vous. Et merci beaucoup d'être avec nous. On vous extrait de vos travaux de la commission d'investiture. On va en parler dans un instant. Ancien ministre, je le rappelle, c'était en 2002. Vous avez rejoint Emmanuel Macron, qui vous a donc chargé des investitures des candidats d'En Marche. 2002-2017, le Front républicain s'est affaibli face au Front national. Et il y a quelques instants, on a appris donc que les 240 000 insoumis militants de Jean-Luc Mélenchon ont voté et ils annoncent leur choix pour l'abstention ou le vote blanc, les deux tiers d'entre eux, un tiers seulement pour un vote Macron. C'est une mauvaise nouvelle. Non, c'est révélateur en réalité. Il faut regarder ça dans la dynamique. Quand on a analysé les scrutins des primaires, en fin de compte, la gauche qui était sûre de perdre a sorti le candidat le plus à gauche et la droite qui était sûre de gagner a sorti le candidat le plus à droite. Et donc nous avons, lorsque nous consultons les militants, les positions les plus excessives d'une partie d'un électorat. Non, ça vous inquiète pas ce vote parce que ça ne reflète pas en aucun cas la société. La preuve en est, si vous prenez les primaires, les deux candidats ont eu la même attitude, on ne touche pas à mon programme. Et on s'est rendu compte qu'assez rapidement, le décalage entre la société et ce qu'ils disaient était de plus en plus grand. La seconde chose, c'est que c'est tout à fait normal que la partie la plus mobilisée d'un électorat très, très radicalisé s'exprime de façon extrêmement importante. Et donc, vous pouvez le déplorer au moins. Alors, qu'ensuite, on puisse s'interroger sur le nom de responsables politiques qui ne mesurent pas les conséquences de leur position. Ça a été vrai tant, je n'ai cessé de le dénoncer, que par un certain nombre de personnes politiques qui ne mesurent pas les dégâts qu'ils font dans la société par la violence de leurs propos. Donnez des noms. Oui, non, mais ça concerne toute la classe politique. J'ai souvent indiqué dans mes positions publiques qu'il y avait des incendiaires qui ne mesuraient pas la violence des propos qu'il tenait, le mercredi après-midi, par le jeu politicien. Dans l'opinion, les gens s'interrogent en disant « Mais comment se fait-il qu'on nous demande, nous, de respecter les autorités quand eux-mêmes ont un comportement aussi radical ?» Et puis ensuite, on a vu la dérive droitière de M. Fillon, qui a changé entre sa sortie des primaires et les derniers discours qu'il prononçait, convaincu que la droitisation de la société était en marche et qu'il fallait toujours lui, il appelle à voter Macron. Radicale. Non, mais attendez, et je rends hommage au discours qu'il a tenu, parce que malgré cela, dès le soir même, M. Valls, M. Fillon ont pris très clairement position pour M. Macron. Et quand je vois des responsables comme M. Mélenchon, prisonniers d'un électorat, qui n'osent pas affirmer ce qu'est aujourd'hui l'intérêt de la France, je pense souvent à cette phrase de Michel Rocard qui disait « Est-ce que le politique doit guider le peuple ou suivre le peuple ?» Monsieur Delevoye, est-ce que vous parlez d'incendiaire, est-ce que, à sa manière, Emmanuel Macron, en refusant tout compromis sur son programme, en disant que son programme de premier tour sera le programme sur lequel il sera peut-être élu dimanche prochain, est-ce que lui ne contribue pas à ce mouvement de Jean-Luc Mélenchon et de ses militants? Parce qu'en réalité, il a une méthode et une cohérence. On voit bien que la demande qui a été faite de M. Mélenchon en disant « Nous avons été battus par le scrutin démocratique et parce que nous avons été battus, nous souhaiterions, si jamais on vous rejoint, que vous puissiez intégrer une partie des raisons pour lesquelles nous avons été battus. » C'est une demande qui vient de la droite aussi. Nathalie Kosciusko-Morizet dit la même chose. Alors, ils ont oublié la méthode d'Emmanuel Macron. Ce qui est tout à fait intéressant et qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est qu'Emmanuel Macron a fixé un cap auquel personne ne croyait, il y a encore 10 mois. Il a proposé un programme qui rassemble et la droite et la gauche et les hommes et les femmes de bonne volonté, en leur disant ensuite, attention, il y aura une méthode. Dans les 6 mois, je veux être prêt vis-à-vis des élections législatives allemandes pour montrer la capacité qu'a la France de se réformer structurellement, assurance chômage, flexibilité du travail. Puis ensuite, sur 5 ans, voire sur 10 ans,
une forme de Grenelle pour travailler ensemble sur le système des retraites, peut-être sur le système de la fiscalité. Et Emmanuel Macron a très clairement indiqué que ce qu'il fallait, c'était ne pas juger les hommes par leur passé, mais par leur capacité à pouvoir débattre pour construire ensemble des positions. Donc je suis convaincu, quand il y a moi, qu'il y a un certain nombre de positions aujourd'hui qui fixent un cap, un esprit, mais dans lequel le débat parlementaire pourra ensuite faire évoluer. Après coup, après l'élection. Alors Jean-Francis. Est-ce qu'on peut construire précisément une majorité de projets autour d'ordonnances, puisque manifestement, Emmanuel Macron veut dès cet été engager des ordonnances, et notamment pour réformer le travail. Est-ce que c'est une bonne méthode vraiment? Parce que c'est très critiqué à gauche comme à droite. Bien sûr. Mais l'on voit bien qu'il y a un problème d'urgence. C'est-à-dire que nous avons sous-estimé le regard international qui était porté sur la France et la formidable interrogation. Je voyais Michel Barnier il y a relativement peu de temps qui me disait que la totalité des dirigeants européens s'interrogeaient pour savoir s'ils n'allaient pas se tromper une troisième fois. Le Brexit, Trump et Madame Le Pen en France. Deuxième élément, l'image qu'a su donner M. Fillon par un certain nombre de propos et de fautes qu'il a commises a complètement décrédibilisé l'image de la France sur le plan international. Et puis, aujourd'hui, nous avons absolument besoin... Allusion à quoi, là? Pardon? Non, mais je pense... Oui. Si vous voulez, la communauté internationale n'a cessé de nous critiquer, de nous ridiculiser en disant « vous qui passez votre temps à donner des leçons et d'afficher des principes », et bien on s'aperçoit que dans nos pays saxons, ce type de comportement n'aurait pas résisté 3 jours. Et recourir à des ordonnances, est-ce que enjamber le Parlement, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être critiqué même à l'international? Sauf qu'il y a un caractère d'urgence qui ne trahit pas l'esprit. Je viens à cela. Sur l'esprit, je crois que vous avez indiqué, que vous n'avez pas oublié le fait que M. Macron souhaite mettre en place une présidence qui rassemble, qui gouverne, mais qui délègue complètement à 15 ministres, avec un certain nombre de secrétaires d'État sans décret d'attribution, pour qu'ils aient une feuille de route sur les 5 ans, avec une trajectoire budgétaire reconnue par chacun et des perspectives de croissance qui sont très crédibles. Par contre, il y a une urgence dans les 6 mois à faire en sorte que très rapidement, nous puissions créer un choc permettant aux entrepreneurs de pouvoir investir en mesurant les conséquences de leur investissement, embaucher en mesurant les conséquences des licenciements, et faire en sorte aussi que sur la protection, nous puissions donner un peu plus de pouvoir d'achat aux retraités modestes et aux salariés modestes par le transfert. D'accord, on a compris, etc. On comprend la démarche. Donc, sur ce sujet, je crois qu'effectivement, il y a une capacité à créer un choc permettant d'enclencher une machine, permettant de redonner une confiance qui, une fois le Parlement stabilisé, je vous rappelle que nous avons 50% minimum de gens issus de la société civile qui eux-mêmes vont on a compris. Les arcades. Et quand on a une véritable majorité, ça sert à quoi de faire une ordonnance? Parce que c'est pas forcément plus rapide. Il faut les habiliter après, ça prend... C'est plusieurs mois, en fait. Il y a le risque de la rue, après ce qui s'est passé le 1er mai, avec les événements extrêmement violents, vous l'avez vu. Hein. Certains donnent déjà rendez-vous à Emmanuel Macron le lendemain de son éventuelle élection. Marine Le Pen vous critique une loi El Khomri puissance 1000. Elle dit aussi, on va avoir Louis Alliot après, que voilà, la violence, vous parlez d'un choc vous-même, ça risque peut-être... Parce que ce ne sont pas des contre-arguments pour le second tour. Oui, on voit bien que déjà se prépare... la volonté de résister à un changement et à la métamorphose de la société française. Nous souhaitons, nous, ne pas heurter, nous comprenons bien les peurs, les inquiétudes, les angoisses, mais nous mesurons aussi qu'il est extrêmement important de retrouver rapidement un chemin d'espérance parce qu'il y aura un retour d'investissement, parce qu'il y aura des créations d'emplois et parce qu'il y aura des perspectives nouvelles. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans un moment de très grande instabilité. Et donc nous sommes obligés de prendre un certain nombre de mesures pour créer ce choc nécessaire permettant de réemprunter le bon chemin et ensuite de retrouver des dialogues citoyens, des dialogues parlementaires avec d'ailleurs un autre rôle qui sera donné au Parlement. Le fait d'évaluer, le fait de pouvoir expérimenter. Notre objectif, c'est de responsabiliser les territoires, de responsabiliser chacun et chacune de nos concitoyens pour leur dire nous sommes prêts au débat, nous sommes prêts à votre écoute, nous sommes prêts à vous accompagner. Alors on comprend la démarche encore une fois, mais pour réussir ce pari d'une certaine manière, il faut que Emmanuel Macron soit largement élu dimanche. Hein. Oui. Alors quel est le score? Par exemple, il faut qu'il y ait combien de points d'écart avec sa suivante? Oui, on voit bien tous les sondages. Hein, je pense qu'effectivement, un Emmanuel Macron élu à 60 ou élu à 55, c'est pas la même France et c'est pas les mêmes perspectives. Et même 60, c'est suffisant?
Je pense que plus il sera élevé, le score, et plus il permettra, non pas de mépriser celles et ceux qui ont voté contre lui. Il faut entendre celles et ceux qui votent pour Mme Le Pen, celles et ceux qui ont voté pour M. Mélenchon. Il y a une forme de contestation du système que moi-même, d'ailleurs, en tant que médiateur, et depuis bien longtemps, je dénonce. Et donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement attentifs au fait que nous avons fait 23% et qu'en face de nous, si on raisonne bien, il y a 40% de gens en colère et insoumis qu'il va falloir convaincre, mobiliser. Et ça ne pourra se faire que par des résultats et un dynamisme. Rapide, alors. Est-ce que vous comprenez qu'une bonne partie de l'électorat de droite continue de voir en Emmanuel Macron l'héritier de François Hollande? Et ils disent au fond, il va faire la même politique que celle qu'a fait pendant 5 ans François Hollande. On voit bien le caractère très, très simpliste d'un certain nombre de débats. Le fait que quelqu'un ait quitté le gouvernement fait qu'à l'époque, on ne pouvait pas dire que M. Chirac était giscardien. Il a quitté M. Giscard. Mais il y a des éléments de continuité. Et l'on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que M. Macron quitte, M. Hollande quitte la fonction publique, prend un certain nombre de risques personnels, lance un mouvement auquel personne ne croyait. C'est tout à fait fascinant que cet homme était considéré comme une bulle, comme un phénomène transitoire qui allait faire pchit. Et puis maintenant qu'il obtient un certain crédit, parce que 250 000 soutiens, c'est quand même une des premières forces politiques, le fait qu'il est en première position au premier tour des élections présidentielles, alors que déjà tout le monde annonçait deuxième, voire troisième, fait qu'effectivement, aujourd'hui, il doit trouver... C'est ça l'intérêt de notre rassemblement. Je vais le reformuler différemment. En quoi est-ce que son projet est si différent de ce qu'a fait François Hollande pendant 5 ans? Alors, ce que l'on peut dire, c'est le François Hollande du début, de la fin, c'est le virage. Non, mais expliquez-moi. Parce qu'on voit bien que lui-même, François Hollande, a très clairement changé de cap, au point d'ailleurs que cela a créé les frondeurs. C'est plutôt le dernier François Hollande, celui ce qui est intéressant, de la politique de l'offre. C'est que c'est la continuité de la dernière politique. Dans le François Hollande, qui consiste à dire il faut trouver le moyen d'augmenter la compétitivité de l'offre. Alors, les uns pensent que c'est dans l'abaissement du coût du travail, ça c'est la proposition qui était dans le programme de M. Fillon. Nous avons au contraire, c'est là la plus-value d'Emmanuel Macron, nous avons effectivement cette partie d'abaisser le coût du travail, mais aussi de considérer qu'un des freins à la création d'emplois, c'est la faiblesse de la formation, c'est la faiblesse de l'éducation, c'est la faiblesse de compétences. Au point d'ailleurs que dans un certain nombre de régions, comme le Nord, le taux de croissance est limité par l'absence d'ingénieurs, notamment dans l'économie du numérique. Et l'OCDE avait rendu une étude tout à fait intéressante qui faisait que sur 9% de chômage, eh bien, ils estimaient qu'il y avait quelquefois entre 6 et 7% de chômage non réductible uniquement par un défaut d'adéquation de compétences et de besoins de l'industrie du numérique. Alors, Guillaume. François Hollande, en fin de quinquennat, souffre d'un rejet massif et pourtant peut-être Emmanuel Macron va être élu. Comment il va faire justement pour ne pas souffrir de ce rejet massif alors même que peut-être il va appliquer une politique assez comparable, assez dans la continuité? Chacun a compris qu'Emmanuel Macron tirait le meilleur du bilan de M. Sarkozy et tirait le meilleur du bilan de M. Hollande. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que déjà, il change d'habitude. Dès qu'un président était élu, son obsession, c'était de faire différemment de celui qui le précédait. Et c'est ça que l'on veut casser. Qu'est-ce qu'il va garder de Nicolas Sarkozy? Ce jeu politique. Ah bah attendez, la dimension européenne, il ne faut pas oublier... il n'a pas été absent du dernier quinquennat qui s'achève. M. Sarkozy a sauvé le système bancaire sur la régulation. Il a fallu faire face. Un des enjeux de la dimension internationale qu'il nous faut absolument reconquérir, c'est la régulation monétaire, c'est la régulation d'un capitalisme qui aujourd'hui est totalement dérégulé, et c'est l'obligation de trouver des règles qui fassent que le capitalisme ne soit pas un accélérateur de la destruction de l'environnement et de la destruction des ressources humaines. Quand est-ce qu'on connaîtra la liste des candidats investis? C'est votre charge Notre responsabilité à nous, en respectant les critères. 1, pas de casier judiciaire. 2, la parité. La parité pour les circonscriptions gagnables, pour les femmes. 2, plus de 50% de la société civile. Notre responsabilité, c'est de fournir au conseil d'administration présidé par Emmanuel Macron la totalité des candidats, je pense, dans les jours qui viennent. Ah ben, dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de terminer. Attendez, avant le second tour. Je pense que demain, nous aurons à peu près quasiment terminé. Demain, vous avez terminé? La quasi-totalité. Nous sommes à plus de 500 circonscriptions qui ont été étudiées, donc nous sommes aujourd'hui à 500 sur 577. Voilà, on va être précis. Il y a quelques portes qui restent ouvertes ou qui sont ouvertes maintenant pour quelques-uns, et notamment Manuel Valls. Combien de temps est-ce que ces portes vont rester ouvertes? La force d'Emmanuel Macron, c'est sa cohérence et qu'il n'y ait aucune ambiguïté.
Et l'on voit bien qu'il y a eu toute une série de jeux politiques qui a consisté à dire « je suis Macron-compatible, mettez-moi des candidats relativement faibles, etc. » Nous disons « votre choix, c'est votre choix, nous le respectons et vous en assumez les conséquences. » Nous proposons un projet présidentiel incarné par un président. Si vous décidez de le soutenir, vous adhérez à En Marche, vous vous inscrivez à la préfecture sur l'investiture En Marche, et les choses sont très claires. Si vous décidez de rester dans vos appareils politiques, eh bien, à ce moment-là, nous constatons ce choix et nous mettrons un candidat si Manuel Valls veut être candidat En Marche, il faut qu'il passe par la procédure normale avec une lettre de candidature et son CV auprès de la... Vous a pas écrit encore? Avec une lettre de motivation. Il vous a écrit encore? Non, pas encore. Pas encore. Toute candidature doit être analysée, pour être analysée, doit passer par le site En Marche. Même Richard Ferrand le fait. D'accord. Mais vous avez entendu la réaction de Marine Le Pen, ça n'a pas traîné, hein? Quand Emmanuel Macron a dit qu'effectivement Manuel Valls pourrait être candidat d'En Marche, Marine Le Pen s'insurge et dit c'est du recyclage des socialistes, il n'y a pas de renouvellement. Je pense que c'est un cliché, parce qu'en réalité, quand elle reprend elle-même des anciens du RPR qui viennent la rejoindre, est-ce que c'est du recyclage? Non, c'est simplement des hommes et des femmes qui font leur choix et qui estiment qu'il y a un projet à défendre et pour lequel ils souhaitent s'engager. Nous estimons que nous n'avons pas à critiquer l'origine. Nous demandons à personne de renier son passé, nous souhaitons simplement de l'oublier. Le maximum, pas du tout. Quand même. De renier son passé, mais de ne pas en être prisonnier. De déchirer sa carte, de ne quoi. pas en être prisonnier. PS ou LR, d'ailleurs. Non, mais attendez, vous avez toute une série, c'est pas où je vais apprendre, qu'il y a toute une série de gens qui, lors de l'élection du premier tour, n'étaient pas très à l'aise au Parti socialiste et n'étaient pas très à l'aise à droite. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons la clarification de l'offre politique. Et nos concitoyens critiquaient le système depuis très longtemps, puisqu'à gauche, les gens ne s'entendaient pas, sauf pour le pouvoir. Et à droite, les gens ne s'entendaient pas, sauf pour le pouvoir. Il faut arrêter ça. La démocratie, c'est un débat d'idées, c'est un choix de conviction, et nous proposons un système très clair. Si vous partagez nos convictions, nous vous accueillons et vous prenez les tickets En Marche. Si vous ne les partagez pas, au contraire, nous allons nous enrichir de vos différences et nous allons pouvoir peut-être mettre en place de nouvelles formes de débat. D'accord. Alors, vous dites débat, y compris parlementaire, parce que ça ne vous a pas échappé, que sur les plateaux, vous savez très bien que quand la personne de droite va dire blanc, l'autre dira noir, nous disons arrêtons cela. S'enrichir de ces différences, c'est pas toujours évident quand il s'agit de gouverner le pays. Mais je crois qu'il va falloir le faire. Ah oui, Et il va falloir le faire. On va même mettre en place des pratiques nouvelles sur le plan du débat citoyen. Faire en sorte que les citoyens, nous puissions leur offrir, par nos candidats, les moyens de pouvoir éventuellement se construire des convictions. On ne pourra plus gérer un pays sur des émotions. Sinon, on aura des séismes politiques qui seront redoutables. Question très concrète. Vous dites que la liste sera bouclée peut-être demain. Est-ce qu'elle sera aussi publique demain, avant le second tour? Alors, question concrète, réponse concrète. La Commission a pour vocation de proposer au Conseil d'administration la liste des candidats. Et la décision politique est maître de l'horloge. Bon, on attendra alors. On attendra encore un petit peu. Et je ne peux pas vous répondre. Moi, mon job, avec la Commission, qui est composée d'ailleurs de 6 femmes et de 3 hommes, donc la parité largement respectée, totalement indépendante, qui subit beaucoup de pression, mais qui peut vous assurer... Par exemple il y a des tas de gens qui souhaitent savoir ou qui veulent soutenir telle ou telle personne, et c'est normal. Eh bien, je suis tout à fait frappé par sa sérénité et la force de conviction qui anime nos débats. C'est pas toujours facile. C'est 500 heures de préparation et c'est 120 heures de débat. Eh bien, nous avons la proposition qui va être faite au Conseil d'administration de dire voilà les 577 candidats que nous estimons à la hauteur du projet que vous portez. Il vous appartient maintenant de les dévoiler ou de ne pas les dévoiler. Avec la moitié de novices, alors Je pense que nous serons au-dessus de ça. Au-dessus Plus de 50%. Et ce n'est pas des novices. Parce que si. Non, ce sont des novices en matière politique. Oui. Mais 77% ont déjà des engagements associatifs, quelquefois municipaux, quelquefois départementaux. Je rappelle qu'il s'agit de plus de 50%, où c'est la première élection législative. Est-ce que vous avez commencé le travail sur les sénatoriales qui arriveront assez vite dans cette année 2017 ? Alors nous ne mélangeons pas les séquences. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une séquence législative. Ensuite, il faudra réorganiser le mouvement et ensuite préparer les prochaines échéances. Nous nous y préparons effectivement pour les sénatoriales, les municipales et départementales. Avec les mêmes règles. Avec les mêmes règles. Les mêmes règles. Évidemment. Depuis le 24 avril, par toute une série de gestes et de phrases, Emmanuel Macron s'est efforcé de rediaboliser le Front National. Est-ce que c'est la bonne manière de faire, sachant que toute une génération de votants, aujourd'hui, n'a pas connu l'histoire du FN et l'histoire de l'extrême droite française. Et à cette génération, au fond, on a l'impression que ça ne parle pas, que ça ne fait pas peur. Est-ce que c'est la bonne manière de faire ?
On voit bien d'ailleurs que ce que vous évoquez, c'est la même chose que la résonance qu'il y a. L'Europe a permis la paix pour toute une série de générations qui n'a pas connu la guerre. Donc nous avons en fin de compte à jouer sur plusieurs tableaux. Un, de montrer qu'un choix politique, ce n'est pas anodin pour développer un certain nombre d'idéologies qui peuvent être suicidaires pour un pays. Vous savez, le philosophe a dit « les nations ne meurent pas, mais elles peuvent se suicider ». Et nous sommes aujourd'hui à un carrefour de l'histoire où on peut parfaitement retrouver le rejet de l'autre. Je lisais d'ailleurs dans un article d'un de vos confrères la corrélation qu'il y avait entre la République de Weimar et l'époque actuelle. Et c'était la même chose. C'était la corruption des élites, c'était, je voudrais reprendre pour que les choses soient claires, un esprit du temps qui était un pessimisme. À l'époque, tout le monde pensait qu'il y avait un déclinisme et que l'avenir était incertain. Et la haine de l'autre avec des boucs émissaires. Les mêmes phénomènes produisent les mêmes effets. Nous sommes dans un moment où nous pouvons avoir des réflexes suicidaires. Plus il faut penser monde, plus on pense village, plus il faut penser moyen terme, plus on pense court terme, et plus il faut penser l'autre, et plus on pense chacun. Est-ce que les électeurs dimanche ne vont pas se déterminer sur des problématiques tout simplement plus concrètes? Alors c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, il y a donc toute cette partie du passé et d'éclairer les citoyens sur les choix 4-5 jours de campagne d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a aujourd'hui des problématiques très concrètes. Le pouvoir d'achat, les problématiques de santé, les problématiques de services publics, le sentiment un peu d'abandon des espaces ruraux. Et c'est toute l'autre partie de la conviction d'Emmanuel Macron et de celles et ceux qui l'entourent, de montrer qu'en réalité, le programme économique de Mme Le Pen n'est absolument pas crédible. Personne n'imagine aujourd'hui, et en plus maintenant j'ai cru comprendre qu'il y avait deux monnaies, l'euro et le franc, c'est pas financé. Enfin, et donc, avec l'écu. Avec l'écu aussi. Donc plus personne n'y comprend rien, si ce n'est que les conséquences seront catastrophiques pour justement, et c'est cela qu'il nous faut dénoncer, c'est la supercherie. Madame Le Pen cherche à être proche du peuple, alors qu'elle est issue du système. Emmanuel Macron a quitté le système. Madame Le Pen dit « mais ne vous inquiétez pas, je vais vous protéger ». En réalité, en supprimant tout ce qui assure depuis 20 ans la protection des Françaises et des Français, elle met les précaires dans une situation encore plus précaire. C'est l'explosion de notre système de santé, c'est l'explosion... Elle affirme qu'elle veut augmenter un certain nombre d'allocations, qu'elle veut une prime de pouvoir d'achat, des choses comme ça. Mais vous savez, M. Hugo Chavez avait fait les mêmes promesses au Venezuela. Il faut regarder aujourd'hui où en est le pays. Est-ce que ce sont les arguments qui seront utilisés par votre candidat demain soir lors du fameux débat de l'entre-deux tours? Est-ce que, comme il se le prépare, est-ce que vous redoutez ce rendez-vous? Non, au contraire. Cette confrontation? Je suis ravi. Ah bon? Il y a un débat. Mais il est très agressif, vous avez vu. Hein, elle porte le fait en permanence. C'est son style. Et la démocratie, c'est de défendre aussi des hommes et des femmes qui ne pensent pas comme vous. C'était la position de Voltaire. Moi, je n'ai jamais critiqué quelqu'un qui avait voté Front National. J'ai toujours demandé aux partis politiques traditionnels de s'interroger des raisons pour lesquelles, parce qu'ils étaient pas bons dans les résultats, ils faisaient en sorte que les deux moyens d'exprimer la colère et la désespérance étaient l'abstention et le vote du Front National. Heureusement que M. Macron est là pour offrir une alternative nouvelle. Est-ce qu'avoir été banquier chez Rothschild, c'est un atout ou c'est un handicap dans cette campagne? Il faut revendiquer son passé. C'est absolument fascinant de voir que quelqu'un qui a réussi dans les affaires devrait dire eh bien, écoutez, il aurait été préférable que j'échoue dans les affaires pour que vous puissiez me trouver sympathique. Je crois qu'il est important que quelqu'un connaisse bien les mécanismes bancaires pour mieux peser dans les décisions. Moi, je m'inquiète beaucoup des hommes et des femmes qui affirment tout savoir alors qu'ils ne savent rien. Le monde est tellement compliqué qu'avoir des hommes et des femmes capables de comprendre, et surtout au-delà de son passé de banquier, ce qui me fascine chez M. Macron, c'est sa capacité de s'entourer de compétences. Vous avez vu que quand il a sorti son programme économique, que tout le monde attendait, ça a été salué par tous en disant c'est le plus crédible, c'est le plus raisonnable en termes de taux de croissance, c'est celui qui inspire le plus de confiance et d'équilibre entre les précaires, les défavorisés et celles et ceux qui veulent investir. Et en même temps, on a du mal à y voir une ligne dans ce projet économique. Alors, à le caractériser. Cette ligne est très claire. C'est avant de distribuer, il faut créer des richesses. Notre France a perdu beaucoup de points en termes de compétitivité, y compris en termes d'équipement. Nous sommes un des pays les plus faibles en matière d'équipement de robots. Et aujourd'hui, retrouver cette capacité d'investir, de croire dans l'avenir, de libérer les initiatives. Moi, j'ai la prétention de connaître un peu la France. Il n'y a jamais eu autant d'intelligence, autant d'innovation. Mais on met une intelligence administrative à vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire. Si on libère tout ça, la générosité des citoyens, l'intelligence des citoyens, la créativité et l'innovation des entrepreneurs, ça peut transformer complètement le pays en quelques années. Je reviens sur le débat de demain soir. On a lu cet après-midi qu'Emmanuel Macron pourrait quitter le plateau si jamais le débat devenait trop tendu, trop agressif.
Vous nous confirmez que ça pourrait se produire? Je suis incapable de vous dire cela, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'a jamais reculé devant telle agressivité et qu'il affrontera idée contre idée et qu'il aura le souci de, effectivement, clarifier les conséquences du choix du Front National par rapport à l'histoire et les conséquences du choix du Front National par rapport à l'avenir. Alors le Front National, justement, en ce moment, Marine Le Pen notamment, l'accuse souvent d'être lui-même très agressif, très impulsif dans ses réactions. Il fait tourner en boucle les images de ses meetings où on le voit un peu à la fin s'emporter, s'enthousiasmer, c'est selon. Vous craignez un peu ça de votre candidat? Je crois que le débat de demain sera un débat de fond plus que de forme. C'est vrai que Mme Le Pen a plutôt l'habitude de la forme, de l'agressivité verbale et du verbe, et non pas du fond. Elle a l'habitude des échanges parfois tendus. Bien sûr. Plus peut-être qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a le souci du respect, de la bienveillance, mais aussi de la conviction. Et c'est un homme qui souhaite avoir un débat sur le fond pour montrer à nos concitoyens que la France peut peser sur le destin du monde dans un moment où celui-ci est complètement instable. Est-ce qu'il pourra parler à la France populaire comme lui demande Xavier Bertrand? Bien sûr, il faut qu'il parle à cette France populaire. C'est quelque chose d'important. Il a parlé dans son discours de dimanche de la famille, il a parlé des situations précaires, des solidaires. J'étais très frappé d'un sondage, vous voyez, je regardais cela. C'est 86% des Français ont un lien fort d'appartenance à la nation française, mais dans leur quotidien, 62% pensent qu'il y a une fracture entre les riches et les pauvres, 61% entre les citoyens et les élites, 50% une fracture éducative. Notre pays est en train de se fragmenter, se déchirer. Et demain, il va s'opposer entre les jeunes et les anciens. Et donc, le besoin de tout ça, c'est d'apaiser, de rassembler et de mobiliser. Monsieur Macron, c'est celui qui va résorber la fracture entre les riches et les pauvres, entre la province et Paris Je pense qu'il a cette capacité, en mobilisant les acteurs locaux, en mobilisant les acteurs sociaux, en mobilisant les investisseurs, de faire en sorte que nous retrouvions une communauté de destin et non pas une communauté d'intérêt. Aujourd'hui, généralement, les gens votent pour un politique en fonction de la préservation de sa niche fiscale ou de ce qu'il va lui apporter. C'est certes humain, mais aujourd'hui, il faut que nous retrouvions le sens de la nation. Là, ma question est très concrète. Je pense que oui. La fracture entre les riches et les pauvres... Oui. Qui a eu tendance peut-être à s'agrandir. Je pense qu'il faut que nous retrouvions cette capacité d'apaiser, de même que les perdants et les gagnants, et de même que de la stigmatisation de l'échec. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé chez Emmanuel Macron, c'est sa philosophie. La confiance dans l'homme. Je partageais la même école que lui à la Providence d'Amiens, et de voir à quel point que quand il choisit l'école comme facteur prioritaire de sa politique, c'est pas uniquement pour faire plaisir à des syndicats. Au contraire, c'est de dire l'éveil de l'intelligence, c'est la clé de la réussite de la France de demain. Vous connaissez bien, vous êtes proche de Jean-Louis Borloo, hein? Proche. Vous le connaissez bien. Oui, vous avez très tôt dîné avec lui pour essayer de le ramener du côté d'En Marche. Finalement, ça s'est fait. On a vu son interview dans le journal du dimanche. Quel rôle pourrait-il jouer demain? Il paraît que Emmanuel Macron a déjà 2 noms de Premier ministre. Mais Jean-Louis Borloo est un personnage politique qui, a quelque chose d'assez fascinant que je retrouvais chez Jacques Chirac. C'est l'affectif. Les gens l'aiment bien. La deuxième chose, c'est qu'il a un savoir-faire. Il sait faire le Grenelle de l'environnement, rassembler des hommes et des femmes différents pour travailler. Ça aussi, c'est une méthode qui va inspirer Emmanuel Macron. Qui pourrait servir à Matignon. Ma question, c'était qui pourrait servir à Matignon, absolument. Attendez, ne soyez pas fascinés par les titres et par les fonctions. Ce qui est intéressant, c'est de mobiliser. C'est clair que le choix du gouvernement sera déterminant pour le crédit que accordera de façon supplémentaire l'opinion par rapport aux législatives. Raison de plus pour le donner avant le premier tour, alors. Je ne sais avant pas. le second tour, pardon. Je ne sais pas. Vous savez, moi, je laisse à Emmanuel Macron qui m'a fasciné par les intuitions qui étaient les siennes. C'est un homme qui a des intuitions extraordinaires. Personne ne croyait en lui, sauf lui. Il a réussi à enclencher une offre politique auquel personne ne croyait et qui est aujourd'hui porteur d'espérance. On a parlé effectivement du hold-up de la Ve République. Enfin, le casse même de la Ve République avec son irruption. Je crois que quand il revendique le fait qu'effectivement il a cassé l'offre politique traditionnelle pour pouvoir permettre une réorganisation plus claire, plus cohérente de l'offre politique, il a raison. On vous laisse maintenant, parce que vous avez encore quelques dizaines de noms à coucher sur la liste. Quelques dizaines, oui. Quelques dizaines, plus beaucoup, vous nous l'avez dit, moins de 70. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Paul Delevoye d'avoir été avec nous. Deuxième invité de l'épreuve de vérité. Maintenant, c'est Louis Alliot, le vice-président du Front National, à qui vous laissez votre place. Au revoir. J'espère qu'elle lui sera confortable. Sans doute. Monsieur Alliot, bonsoir. Écoutez, le fauteuil est confortable. Nos questions n'ont aucune raison de l'être.
C'est la règle du jeu, vous l'acceptez. On parlait tout à l'heure de la décision des militants de la France Insoumise. Donc finalement, leur consultation donne 2 tiers pour le vote blanc ou l'abstention, 1 tiers seulement appelle à voter Macron. Est-ce que cela conforte votre stratégie? On a entendu Marine Le Pen multiplier les appels du pied. Ce n'est pas une stratégie, c'est la réalité d'un électorat qui s'est constitué contre le pouvoir en place de M. Hollande, contre la politique gouvernementale, contre la politique européenne, et qui est assez logique, je trouve, avec lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'on pouvait reprocher jusqu'à présent aux gens qui votaient Mélenchon. Ils faisaient des campagnes très viriles, on va dire, à l'égard des socialistes en général, du Parti socialiste et de ses alliés, mais systématiquement dans les seconds tours, on pouvait considérer qu'ils allaient à la soupe en appelant à voter au deuxième tour pour le socialiste, quelle que soit la situation. Là, je dois dire, c'est la première fois que ça se passe, et je trouve ça très sain, et très certainement, ça aura des conséquences sur la recomposition politique à venir. Vous avez salué la dignité de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour. Là, vous dites la même chose, vous parlez quoi, de dignité pour les militants de la France Insoumise? Moi, je parle de logique, voilà. Vous parlez de logique. Vous pensez que les électeurs vont suivre ce vote des militants de la France Insoumise? Je pense que c'est quoi, une consultation de plus de 300 000 personnes, je crois? 240 000. 240 000, ça donne quand même un échantillon représentatif de ce qu'a été son électorat quand même. Et donc je pense que ça peut être effectivement une image, une photographie de ce que seront les votes de ceux qui ont voté Mélenchon pour le deuxième tour de cette élection présidentielle. Jean-Francis. Dans les Échos ce matin, plusieurs entrepreneurs prennent position de manière très claire contre votre projet économique. En gros, ils disent soit c'est un projet inepte, soit c'est l'un et l'autre d'ailleurs, assez souvent, il est à la fois inepte et il est catastrophique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous fait douter quand même de la pertinence de vos propositions économiques, ou est-ce que vous restez vraiment sur votre projet? Ça ne fait pas douter, mais il faut regarder avec attention ce qui s'y dit quand même. Maintenant, je trouve qu'il y a une énorme différence entre ce que j'ai pu lire dans votre journal et ce qu'on peut voir sur le terrain. Parce que, par exemple, ceux qui font les emplois aujourd'hui, ceux qui font l'économie, c'est aussi les petites entreprises. Oui, mais il s'exprime dans les Échos. Personne n'en ait trouvé au moins une qui dise « je suis plutôt en accord avec ce que dit Marine Le Pen ». Parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Eh bien, moi je peux vous dire que sur le terrain, il y en a. La preuve, c'est que... Michael Salah, c'est que sur le pourtour méditerranéen, dans le nord, dans l'est, Marine Le Pen fait quelquefois au-delà de 30% et 40% pour des régionales. Et il y a des chefs d'entreprise qui votent pour nous. Donc je trouve qu'il y a là on pourrait dire, une forme de propagande électorale anti-Marine Le Pen. Il faut en tenir compte, mais je pense que malheureusement ou heureusement, dans l'esprit aujourd'hui des Français, c'est pas les entrepreneurs, qui marquent la réussite de la France quand même à tous les niveaux. Parce que je rappelle quand même que certains, avaient promis beaucoup d'emplois en raison notamment du CICE, etc., et qu'il n'y a pas eu d'emploi à la clé. Donc les Français doutent énormément. Vous connaissez les perspectives de création d'emplois en France dans les mois qui viennent. Elles sont très importantes. Elles existent. C'est le dernier baromètre de Pôle emploi. Quand M. Hollande a été élu, on nous a dit aussi qu'il y avait plein de perspectives d'emploi et de croissance. On a vu le résultat. Moi, je suis un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et pour l'instant, les économistes qui ont fait des prévisions en général, pendant les élections présidentielles, se sont tous trompés lourdement. Donc il faut prendre ça avec... Il faut le prendre avec sérieux, mais il faut le prendre aussi avec une certaine distance, parce qu'ils n'ont pas toujours raison. Est-ce que les attaques continuelles de la droite, notamment sur l'idée que le programme de Marine Le Pen serait le même que celui de M. Mélenchon, c'est une sorte de boulet électoral pour votre mouvement et pour Marine Le Pen? Non, parce que Mélenchon, plus les eurosceptiques divers et variés, plus Marine Le Pen, plus la partie de M. Fillon qui n'est pas très favorable à cette Europe-là, ça fait plus de 50%. Donc c'est peut-être pas si nul que ça. Vous savez bien que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui est classé très à gauche, a peu de chances de vous rejoindre massivement. Oui, mais il nous a rejoint au moins une fois. C'est lors du référendum contre la Constitution en 2005, où là, tous les électorats se sont mélangés dans un même vote. Et il y avait des noms de gauche, des noms de droite, et ça a fait un non majoritaire. Et là, dans les idées, en tout cas, on l'a vu au débat de premier tour, quand il y a eu débat,
il y avait quand même, je ne sais pas combien de candidats étaient hostiles à cette construction européenne et donc à ce modèle économique. Et c'est de ça dont M. Macron, d'ailleurs, et d'autres devraient tenir compte. Parce qu'on fait comme si ça n'existait pas. Ça fait 10 ans qu'on considère, bon ben voilà, c'est plus d'Europe, on se moque pas mal de ce que veulent les Français et on continue comme avant. Et le danger, il est eh bien, de créer des fractures très importantes au sein de la société française, précisément sur cette question de la construction européenne. Alors c'est intéressant parce que là, vous êtes en train de dénoncer l'Europe, l'euro, alors que le programme, manifestement, n'est plus tout à fait celui-ci, n'est-ce pas, Jean-Francis ? Alors, sur la sortie de l'euro, qui est la clé de voûte quand même de votre projet. Mais comment ça ? Non, alors attendez, on va en parler, je vous pose la question d'abord. Qui est la clé de voûte de votre projet économique. On n'y comprend plus rien. On pensait comprendre qu'il y avait l'euro, on allait passer au franc. Maintenant, on comprend qu'il y a une sorte de monnaie commune, mais qui n'est plus la monnaie unique, mais qui est une unité de compte. Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce qui va se passer et quand ? D'abord, ou alors nous dire que c'est de l'électoralisme. Je trouve que le commentaire politique dans notre pays n'est pas très attentif à ce que nous disons. Je rappelle que la monnaie commune et la monnaie unique étaient déjà présents dans le programme de Marine Le Pen en 2012. Certains auraient pu prendre la précaution d'aller le lire. Bon, ils ne l'ont pas fait. Que le référendum était aussi déjà dans les propositions de Marine Le Pen en 2012, mais là, c'est une question d'agenda et d'organisation. Le problème de l'euro n'est que l'un des problèmes de l'Europe. Il est important, nous pensons qu'il est essentiel, mais il est un parmi d'autres. Il faut renégocier l'Europe entière, le système européen, le modèle économique européen. Et dans ce modèle-là, l'euro, la monnaie et la souveraineté monétaire est l'un des éléments. Ce que vous dites continuellement depuis plusieurs années, c'est que tout va ensemble, justement, que l'UE et l'euro, votre négociation que vous souhaitez faire, tout ceci ira ensemble. Donc en repoussant éventuellement la négociation sur l'euro, vous repoussez la négociation sur l'Union européenne. Non, il faut s'engager tout de suite dans la négociation d'un nouveau traité, en fait, avec l'Union européenne et les partenaires européens, qui sera sur les institutions elles-mêmes européennes, qui sera sur le modèle économique, qui sera sur la protectionnisme aux frontières, etc. Mais ça, on ne peut le faire, évidemment, qu'avec le soutien du peuple français. Et tout de suite. C'est-à-dire les négociations, il faut qu'elles s'engagent tout de suite. Ce qui ne veut pas dire... Ah, tout de suite ? Oui, parce qu'il y a un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre tout de suite sans attendre le référendum de... Vous dissociez les deux négociations, si je comprends bien. Il y a tout d'abord tout un tas de négociations sur la souveraineté territoriale. Il y a une négociation générale. Nous, on tient compte de paramètres. Pour en revenir à l'euro, je lisais un papier tout à l'heure de M. Artus. Vous ne pouvez pas dire qu'il est du Front National. Il a dit... La zone monétaire, l'euro, la zone de l'euro est vouée à l'échec. La seule manière, c'est marqué, j'ai l'article, la seule manière de s'en sortir, c'est d'aller vers plus d'union monétaire précisément et d'union budgétaire. C'est-à-dire le budget européen. Oui, mais dans le cadre de l'euro. Oui, attendez, sauf que pour renforcer l'euro. Personne n'en veut. C'est une utopie. Mais si, tout le monde en veut. Mais non, les Français ont rejeté. C'est pas vrai. Les Français veulent garder l'euro actuellement. Mais oui, si vous allez vers une union budgétaire, vous allez vers une Union européenne pays unitaire en quelque sorte. Vous allez vers une Europe pays, État. Les Français et beaucoup d'autres peuples en Europe n'en veulent pas. Il faut aller vers une confédération d'États. Il faut aller. Personne ne. Enfin, il y a eu un vote en France. Il y a eu un vote sur l'euro. Mais c'était un référendum sur tout. Mais non, c'était pas un référendum sur tout. Ah ben vous êtes extraordinaire. Alors, la Constitution européenne, elle avait évidemment un chapitre sur l'union monétaire, enfin. Une question très concrète. Évidemment. Marine Le Pen est élue peut-être dimanche prochain. Aussitôt, elle engage la négociation sur, comme elle dit habituellement, les cas de souveraineté. Elle engage immédiatement la négociation sur l'euro, ou est-ce que la négociation sur l'euro vient plus tard ? Elle engage des négociations sur l'ensemble des règles qui ont fondé jusqu'ici l'Union européenne. Voilà. Mais donc, sur l'euro, on récupère déjà les frontières. Oui. On peut donner du pouvoir d'achat aux Français les plus modestes. Eh bien, en augmentant, par exemple, les allocations pour les adultes handicapés, en faisant la prime pour le pouvoir d'achat, en aidant les petites entreprises, en baissant les tranches de l'impôt sur le revenu. Vous me dites comment ? En faisant des économies. Alors où ? Voilà, sur l'immigration, par exemple. Sur l'immigration, d'économies, mais on ne les voit pas. Sur la fraude fiscale, sur la fraude sociale. Ça prendra du temps, hein. Vous pouvez nous donner un chiffre ? Non, mais vous êtes extraordinaire. Ah ben oui, la fraude, mais vous la fraude sociale rapporte de plus en plus d'argent, d'ailleurs.
Mais tout ça est un long combat. Mais ça prend du temps, mais ça prouve que ça peut rapporter aussi des économies. Mais pas autant vos dépenses. Sur l'immigration, supprimer l'aide médicale d'État pour les étrangers. Mais c'est 800 sur l'Europe, sur l'Europe. 100 millions D'accord, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, cher monsieur. Mais pas 60 milliards d'euros. Ce que je veux vous dire par là... Mais notre train d'économie, il est de 80 milliards d'euros dans notre projet. Mais il est très peu détaillé dans votre projet. Parce que vous ne l'avez pas lu, parce qu'il est sur le site. Écoutez, si je dois vous le lire, on va prendre 2 heures. Alors, Alice, il y a 4 lignes dans votre chiffrage. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de que non, mais écoutez, si, nous, de toute façon, les gens se font une opinion, ils ont qu'à aller sur le site et ils le verront. Alors, question. Une question précise. Et attendez, j'allais oublier l'argent que nous donnons à l'Europe. Si on ne sort pas de l'euro... 21 milliards d'euros. Si on ne sort Elle nous en restitue une grande partie, vous le savez. Non, combien? Allez, combien? Monsieur... 13. Oui, c'est ça. Et le reste, on le donne à perte à une institution européenne qui passe son temps à organiser une concurrence déloyale qui met nos agriculteurs, nos entreprises et nos services en grande difficulté. Alors, question précise maintenant, Jean-Francis. Globalement, on gagne parce qu'on a tous marché européen et tous les entrepreneurs, d'ailleurs, mais cher monsieur, comment faisait-on disent, mais l'Europe, c'est notre... C'était moins bien, il le raconte, les chefs d'entreprise. Comment faisait-on avant l'Union européenne? Monsieur Alliot, le monde a changé et les entrepreneurs aujourd'hui disent que ça va mieux. Il y a 10 ans, le monde a changé. Les entrepreneurs, effectivement, qui s'expriment petits et grands dans les échos, disent que l'Europe leur rapporte beaucoup. Que c'est autre chose de ne pas... Alors, je vous dis, question de Jean-Francis. Vous prenez un journal, Les Échos, qui a passé son temps pendant la campagne à critiquer et à combattre Marine Le Pen. Ne me donnez pas ce journal en exemple. Mais on pourra en citer d'autres. Allez. D'excellent journal qui ne fait pas de politique. Ah si, quand même un peu. Non, qui fait de l'économie. Oui, d'accord. Mais oui, qui fait de l'économie. Non, mais c'est il n'a jamais été très lucide en économie parce qu'il a toujours soutenu ceux qui ont mis la France dans l'état où on est. Question, Jean-Francis. Un petit peu facile. Arrêtez. C'est la vérité, en fait. Jean-Francis, question précise. Si vous ne sortez pas de l'euro, vous ne faites pas la taxe sur les importations, et vous ne faites pas la taxe sur les salaires étrangers, sur les travailleurs étrangers. Donc comment vous faites pour financer ce que vous voulez mettre en œuvre, et notamment les baisses d'impôts? Je vous dis, en faisant des économies. C'est tout un pan de votre projet. En relançant la machine économique pour créer de la croissance. Marine Le Pen, 29 mars. Et donc du pouvoir d'achat. Marine Le Pen va où? Le 29 mars, je crois que c'était ça à peu près, disait, sans sortie de l'UE et de l'euro, je ne peux pas faire 70% de mon programme. Donc, il y a peut-être une urgence là-dessus. Il y a peut-être les 30% qui restent. Oui, mais 70%, c'est pas négligeable. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Donc elle va être élue je vais vous dire 30% de son programme. Non, tout de suite. Mais les 60, tout de suite après les négociations, car ça peut aller très vite. Un pays comme la France, qui est le 2e contributeur du budget de l'Union, qui est on va dire la 2e ou 3e économie de l'Union européenne. Vous imaginez, si demain elle arrive avec le mandat de renégocier l'Europe, les partenaires vont dire non, on ne négocie pas, mais ça n'existera jamais. C'est exactement ce qui s'est passé sur un autre sujet dans d'autres circonstances, au moment où De Gaulle a fait la fameuse politique de la chaise vide. Mais tout le monde est venu discuter, parce que l'Europe sans la France, ça n'existe plus. Il faudra donc refonder une autre Union européenne, avec des choses qui existent déjà, avec des choses qui n'existent pas encore, mais en tenant compte de la liberté des gouvernements, des États, de décider pour eux-mêmes et de ne pas être contraints à la rigidité de normes et de positions, notamment de la Commission qui est non élue à Bruxelles. Dernière question sur le délai, on n'a pas compris ces derniers temps. Il y a eu tout un tas de déclarations et Marine Le Pen a dit, par exemple, ça commencerait après les élections allemandes, donc peut-être à l'automne. Marion Maréchal a dit ça commencerait après les élections italiennes. Les négociations, peut-être en début 2018. Alors, quand est-ce que ça commence? Vous dites tout de suite sans délai. Alors là... Ou est-ce que c'est Il est évident que Marine Le Pen est élue dimanche. Les premières mesures et peut-être les premiers voyages qui seraient faits seraient pour aller préciser à nos partenaires européens la manière dont on veut changer les choses en Europe. Mais ça irait très vite. Le délai de la négociation. Regardez, à partir du moment où vous actionnez l'article 50, je pense à l'Angleterre, là, ça prend du temps. 2 ans, ouais. Ça prend du temps. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est la complexité juridique et constitutionnelle des traités qu'il faut améliorer, etc. Là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que nous voulons comme Europe pour demain, et ce sera un grand débat pour précisément refonder l'Europe. Parce qu'on a toujours dit qu'il y avait 2 modèles européens qui s'affrontaient, mais depuis toujours. Ça a été le modèle de Jean Monnet,
Et ça a été le modèle de De Gaulle. Et c'est Jean Monnet qui l'a emporté sur De Gaulle. Eh bien, il faut revenir précisément à l'Europe que voulait Charles de Gaulle, c'est-à-dire l'Europe des coopérations et des projets. Alors, mais l'Europe quand même. Sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, précisément, puisque vous en parliez. La croissance britannique au premier trimestre 2017 a plongé sous l'effet de la dépréciation de la livre qui a entraîné une inflation des prix là-bas et donc une perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs anglais. Et donc le PIB anglais, la production économique de l'économie britannique est passée de 0,7% au dernier trimestre de 2016 à 0,3% au premier trimestre de 2017. Et tous les économistes sont en train de dire c'est l'effet Brexit. Est-ce que ça, encore une fois, ça ne vous inquiète pas? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Parce que c'est le même mécanisme que ce que la France, il n'y a pas de Brexit, mais je crois que sa croissance là au premier trimestre est en dessous de ce que tout le monde avait prévu déjà. Oui, mais je ne vous parle pas de ça. Non, mais d'accord, mais pour vous dire, avec le modèle européen tel qu'il est, ça marche pas mieux qu'avec un pays qui est en train de sortir de l'Union européenne. Oui, mais parce que c'est pas l'Europe qui est en cause dans notre contre-performance. C'est parce qu'on n'a pas su adapter notre modèle compétitif à l'économie européenne. Vous, on a bien compris. Ce que les Allemands ont fait. Oui, d'accord. Mais répondez sur le Brexit. Voilà, vraiment un contre-exemple, là. Hein. Non, parce que le Brexit, pendant que nous avons accumulé du chômage, eux ont fait des emplois. Voilà, oui, mais le vent tourne. Des emplois qui n'étaient pas forcément... Ils ont fait des emplois. Voilà, le chômage a régressé. Les Allemands aussi. Ils vont sortir. Nos voisins européens de l'Union aussi. Traité de l'Union, et vous verrez qu'à ce moment-là, la Grande-Bretagne retrouvera sa liberté, notamment de bâtir des accords avec beaucoup d'autres pays dans le monde. Et vous verrez que le Royaume-Uni aura très certainement une croissance supérieure à celle de la France dans les années qui viennent, si nous continuons. Et vous savez que les grandes banques sont en train de délocaliser toutes leurs activités vers l'Europe. Elles sont en train de le faire. Je ne crois pas à tous ces épouvantails que l'on brandit en permanence. Voilà. Bon, alors, on a compris. On ne va pas vous faire changer d'avis, on est d'accord là-dessus. Je n'y crois pas. Vous ne croyez pas à un certain nombre de faits qu'on vous rapporte quand même. Alors on va parler des législatives. Non, mais je vais vous dire, attendez. Oui. Mais il y a un fait, celui-là, qui est bien clair, c'est que le magnifique projet de l'Union européenne qui devait nous apporter l'emploi, la croissance et le bonheur, aujourd'hui se révèle être une catastrophe, puisque notre agriculture, nos industries, nos services sont en extrême souffrance, notre dette n'a jamais été aussi haute, notre commerce extérieur jamais autant en berne, et nous continuons à produire des déficits. Alors qu'on ne dise pas que ce modèle fonctionne. C'est pratique un bouc émissaire. Écoutez, il y a des courbes. Moi, je reprends les études de Jacques Sapir. Depuis l'introduction de l'euro, on voit bien que les déficits se sont creusés, que la dette s'est accentuée, que le chômage a progressé et que nous avons eu une croissance très limitée. À un moment donné, il faut se poser des questions. Alors, on va parler des législatives. Oui, vous êtes d'accord? Alors, les législatives. Bon, on vous reproche peut-être un flou que vous niez sur l'euro, pardon. Et il y a la question des législatives. Hier matin, Marine Le Pen a dit qu'il n'y avait pas d'accord législatif avec Nicolas Dupont-Aignan. Au même moment, Nicolas Dupont-Aignan a dit qu'il y a un accord législatif avec Marine Le Pen. Alors, quelle est la situation? Je n'en sais rien. Il y a des discussions et on verra si elles débouchent sur un accord. C'est le secrétaire général statutaire qui est chargé de ces questions-là. C'est une affaire de parti politique, du Front National, et c'est Nicolas B qui est en train de négocier, de discuter de tout ça. Il se peut qu'il n'y en ait pas, il se peut qu'il y en ait. Je ne suis pas, moi, au fait... Vous y êtes favorable? Moi, je trouve qu'au regard de ce que M. Dupont-Aignan a amené aujourd'hui dans ce deuxième tour, je ne suis pas défavorable à ce qu'il y ait un accord gouvernemental, électoral avec M. Dupont-Aignan. Alors, Nicolas Dupont-Aignan ne cesse de se réclamer du gaullisme. Il se dit gaulliste en permanence. C'est intéressant. Vous levez les yeux au ciel, Louis Alliot, parce que vous êtes jamais recommandé du général de Gaulle. C'est sa marque de fabrique. Oui. Mais moi, je ne m'en suis jamais recommandé pour des raisons historique, personnel, qui touche à une partie de ma famille et de la famille politique qui a été celle qui s'est opposée au général de Gaulle. Mais en Algérie, et notamment sur le drame des Harkis. Voilà. Qu'on ne peut pas pardonner. Voilà, les associations Harkis soutiennent Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui. Le comité national de liaison des Harkis, qui rassemble 150 présidents d'associations Harkis, soutient Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire? Honte à eux. Voilà. Honte à eux. Pourquoi honte à eux? Parce que Macron, précisément, est allé à Alger, devant les bourreaux de leur père, dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité. Honte à eux. Et en plus, je les connais.
Ils sont venus voir Marine à Perpignan, et je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était pas ce qu'ils avaient développé. Ah bon, mais là, ils disent Emmanuel Macron défend les valeurs républicaines, c'est pour ça qu'on le soutient. Peu importe de ce qu'ils disent, moi je sais très bien que les harkis, le plus souvent, votent pour nous, et je défends leur mémoire sans me soucier de ce que pensent par ailleurs ce genre d'association. Mais c'est pas le sujet. Sur le gaullisme, nous avons toujours bien fait la différence, nous, entre la résistance, le général de Gaulle, ce qu'il avait apporté à l'histoire, aux institutions, je suis un spécialiste de la Ve République, et à l'image de la France dans le monde, tout en ayant un gros désaccord sur le problème de l'Algérie et de la préservation de l'Algérie française, mais avec des figures qui ont été des gaullistes de 40, pas des figures des résistants, des vrais, qui sont allés manifester, par exemple, à l'Arc de Triomphe contre les Allemands, avant que les communistes ne rentrent dans la résistance. Comme Daniel Cordier, qui fut le secrétaire de Jean Moulin, auquel aujourd'hui Emmanuel Macron a rendu hommage. Comme Alain Griotteret, qui a été le dernier soutien de Marine Le Pen dans les élections, et qui était un gaulliste précisément de 40 et un anti-gaulliste de 62, qui a fait un livre remarquable que je conseille aux gens qui nous regardent, « Pourquoi je ne demande pas pardon ?» Voilà. Alors lui, Alliot, vous considérez... Je voulais citer l'historien Jean-Noël Jeannet, dans Le Monde. Mais vous me citez un ancien ministre socialiste. Mais il est historien aussi. Ministre socialiste, qui s'occupe de la Francisque de Mitterrand et qui ne s'occupe pas du reste. Mais il parle de vous, il s'occupe un peu de vous. Eh ben, je pas il dit que vous rendez hommage à Bastien Thierry qui tenta d'assassiner le général de Gaulle en 62. Je vais vous faire une confidence. Alors allez-y. Il y a une stèle qui rend hommage à un certain nombre de soldats qui ont été fusillés pendant la guerre d'Algérie. Quelqu'un l'a faite, cette stèle. Qui ? Le maire UDI de Perpignan. Alors voilà. Cette mémoire, il faut la laisser, la mémoire des morts aux morts, à ceux qui leur rendent hommage, et notamment à ceux qui ont combattu pour préserver l'Algérie. C'est plus le sujet aujourd'hui. Voilà. Mais pour vous dire que cette mémoire-là, elle est étendue à l'ensemble du spectre, notamment au bord de la Méditerranée, parce qu'il y a à peu près là des millions de rapatriés et de harkis qui y vivent et qui sont attachés à cette mémoire. Est-ce que vous considérez que la France est coupable à leur égard, a commis quelque chose de fautif à leur égard? Les rapatriés, les harkis? C'est une évidence. Elle les a abandonnés, elle les a trahis après leur avoir dit que la France resterait là-bas. Mais je veux dire, là encore, il faut faire la part des choses. Nous sommes en 2017. Il faut respecter cette mémoire, il faut solder notamment l'affaire des harkis qui est la plus importante. Parce que c'est un problème moral gravissime qui n'a toujours pas été réglé. Ce sont des anciens combattants français qu'on a mis à l'écart à l'époque parce que précisément ils étaient musulmans. Et c'est pas le Front National qui l'a fait ça, c'est les pouvoirs d'alors. Quand Marine Le Pen s'est exprimée sur le Veldiv, ce qui lui a été reproché, elle a dit la France en tant que telle n'est pas fautive. Là vous dites la France en tant que telle est fautive à l'égard. Les gouvernements français, je vous ai dit. Les gouvernements français. La France, elle n'est pas responsable. Tout à l'heure, vous nous avez dit c'est une évidence, elle les a abandonnés, la France. Je vous ai posé les gouvernements français. Mais il ne faut pas faire évidemment cet amalgame-là. Les gouvernements français. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas au fond le fait que vous n'arrivez pas à faire votre deuil de l'Algérie française? Non, mais il est fait le deuil. On a l'impression que non. On ne va pas revenir en arrière. Pas dans votre famille, lui, Alliot. Ça vous touche beaucoup. Dans votre famille, votre mère. Je pense que nous avons une dette, je le redis, par rapport aux harkis, qu'il faudra réparer. Parce que je vous demande de venir voir au camp de Rivesaltes comment ces gens-là ont été traités, comme ils ont été traités même après, et comme ils le sont encore aujourd'hui. Il faut réparer, voilà, parce que c'est une fracture douloureuse, que ces gens-là souffrent énormément, et que cette mémoire sera apaisée le jour où précisément on aura soldé cette affaire des harkis. Voilà, donc voilà, sur le chapitre du général de Gaulle. Mais de Gaulle, à part ça, il y a des gaullistes qui ont toujours été au Front National. Et je tiens à le rappeler, parce que l'autre jour, on m'a fait un peu ce procès-là que vous venez de me faire. Quel était le numéro 2 de la liste de Jean-Marie Le Pen aux européennes de 1999 ? Oui, c'était le petit-fils du général de Gaulle. Charles de Gaulle. Yves de Gaulle dit dans une prise de position publique, et c'est le petit-fils aussi du général de Gaulle, dit qu'il en a assez que l'on salisse l'uniforme de son grand-père en le récupérant. Qu'on utilise l'uniforme. Ouais, vous avez... D'ailleurs... Vous vous êtes adressé tout à l'heure. Oui. J'en termine avec ça, parce qu'il y a l'aspect mémoire, la résistance, etc. Et je pense qu'il faut rendre hommage évidemment à tout ça. Mais moi, j'ai fait ma thèse de droit public. Le président du jury était Jean Foyer. Comme quoi, vous voyez, j'y reste, moi, dans le gaullisme, qui était le garde des Sceaux du général de Gaulle. J'ai eu beaucoup de discussions avec Jean Foyer.
et notamment sur l'évolution de sa propre famille politique, puisqu'il était RPR, et notamment sur l'Europe. Et il a écrit toute une série de livres qui démontraient par A plus B comment le RPR et tous les pontes que l'on voit aujourd'hui ont trahi la pensée des gaullistes sur l'Europe d'une manière totalement évidente et assumée. On vous a entendu tout à l'heure vous adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas, Louis Alliot? Que dites-vous aux électeurs de François Fillon? Je parle à mes compatriotes. Très bien, mais d'accord. Mais alors vous vous adressez aussi donc aux électeurs de François Fillon, lequel a déclaré aujourd'hui: ce n'est pas parce que la France est malade qu'il faut se jeter dans le vide. Et le vide pour François Fillon, c'est le programme économique du Front National. Il met en garde contre un appauvrissement irrémédiable, une division des Français à cause de votre violence idéologique. Il met en garde contre l'isolement par votre hostilité obsessionnelle vis-à-vis de l'Europe. Que répondez-vous à François Fillon? Rien. Rien. Je lui réponds rien. Alors, question suivante. Parce que voilà, ça fait partie des poncifs qu'à force de répéter, plus personne n'entend. Monsieur Fillon a mené un combat dans une adversité, il faut bien le dire, générale. Il a réussi à faire 20%. Ses électeurs, 2 minutes après le 20h, se sont retrouvés sans candidat et appelés à voter Macron, ce qu'ils ne veulent pas faire. Et moi, je les appelle à bien mesurer ce que représente M. Macron en matière d'atteinte à l'histoire, à la mémoire, à l'identité de la France, et notamment son refus de condamner le soutien que lui apporte l'UOIF et un certain nombre de musulmans radicaux, ce que je trouve assez curieux, il faut bien le dire. M. Fillon, il est dans le système. Ses électeurs votent. Non mais lui, il a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy. On est d'accord. Alors pourquoi est-ce que Marine Le Pen est allée plagier le discours d'un responsable politique qui est dans ce système qu'elle ne cesse de dénoncer? D'abord, elle n'a rien plagié. Elle n'a rien plagié. Mot pour mot. Attendez, on a oui, mais les mots, diffusé des extraits entiers. Les mots sortaient d'où? Non mais attendez. Les mots sortaient d'où? Ils avaient été prononcés dans un discours. Est-ce que c'est M. Fillon qui les a inventés? Attendez, c'est de la mauvaise foi. Mais c'est le livre de M. Couteau. C'est une phrase de Paul-Marie Couteau. C'est un discours qu'a prononcé. C'est une phrase et une citation de Paul-Marie Couteau dans son livre. En fait, c'est François Fillon mais qui pas du tout. plagié Marine Je vais vous Le Pen. dire, moi ça me paraît ça totalement anodin. Voilà. Il y a une citation de Napoléon, une de Clémenceau qui ont été citées. Mais en plus, Couteau n'était pas cité. En plus, vous dire, ça n'intéresse personne. Bah, quand même. Un petit peu, quand même. C'est quand même. Personne. Allez, question. Attendez. En revanche, vous n'avez pas relevé la citation de M. Macron quand il parle le FN, parti de l'anti-France. Vous savez d'où ça vient? Oui. Ah non, j'ai pas entendu, moi. Mais il faut le dire. Non, mais on l'a dit, d'ailleurs. Les ligues des années 30, anti-maçonniques et anti-juives. Voilà, le parti de l'anti-France. Ouais. Autre question, Monsieur Alliot, on a beaucoup parlé pendant la campagne des emplois présumés fictifs de l'entourage de Monsieur Fillon. Et il y a l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires européens du FN. Est-ce que vous avez été vous-même auditionné par les juges? Est-ce qu'ils vous ont... Non. Est-ce qu'ils vous ont demandé? Non. Parce qu'ils se sont intéressés à l'emploi d'un de vos collaborateurs parlementaires, Laurent Sall. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'audition. Non. Est-ce que Mme Le Pen va se rendre devant les juges le jour où à l'issue des législatives? Le jour où l'immunité sera levée, oui. Comme elle l'a fait la dernière fois. Comme elle l'a fait la dernière fois après les élections régionales, où elle a d'ailleurs été blanchie après des accusations fausses. Louis Alliot, je crois que vous restez très fidèle à Jean-Marie Le Pen. De lui découle votre engagement politique. Comment est-ce que vous avez jugé son apparition hier au pied de la statue de Jeanne d'Arc, qui était franchement crépusculaire et pathétique? Écoutez, puisque c'est vous qui donnez ce que j'en pense. Voilà, je ne comprends pas qu'un homme qui a eu cette vie politique si riche, qui s'est battu pour son pays, lui aussi d'ailleurs, dans la résistance à un moment donné, après qui a pris les armes pour aller se battre en Indochine, qui a démissionné de son mandat pour aller se battre en Algérie, qui est un patriote, un vrai, en arrive aujourd'hui à une situation, moi, qui me paraît un peu pathétique, est peut-être le mot, oui. Crépusculaire. Vous le reprenez aussi ce mot-là, finalement. Hein? Moi, je préfère... j'ai le souvenir de Jean-Marie Le Pen que j'ai connu, n'est pas du tout celui que je connais depuis 5 ans. D'accord, et vous l'avez trouvé pathétique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci, messieurs. À très vite à tous.